Quand l'honneur a un prix, êtes-vous prêt à le payer? Avez-vous déjà regardé votre reflet dans le miroir en vous demandant jusqu'où vous seriez capable d'aller pour sauver ceux que vous aimez? Moi, je pensais connaître la réponse. Je me trompais. L'enveloppe Kraft posée sur ma table de cuisine semblait innocente, presque banale. Pourtant, elle contenait l'offre qui allait changer le cours de ma vie à jamais. Une proposition si scandaleuse, si contraire à tout ce en quoi j'avais toujours cru, que mes mains tremblaient encore en relisant les termes du contrat. Madame Dubois, disait la lettre de l'étude notariale, notre client souhaite vous rencontrer concernant une opportunité d'affaires qui pourrait résoudre définitivement vos difficultés financières actuelles. Nos difficultés financières. Quel euphémisme élégant pour décrire l'abîme dans lequel nous nous enfoncions depuis 2 ans. Depuis que Marc, mon mari, avait perdu son emploi d'ingénieur dans cette restructuration massive qui avait frappé notre région. Depuis que les traites de la maison s'étaient accumulées, que les lettres de relance s'entassaient sur le buffet de l'entrée comme autant de condamnations à mort. Je contemplais notre petit salon, où chaque objet racontait une histoire heureuse du passé. Le canapé en cuir où nous nous blottissions pour regarder des films le dimanche soir, la bibliothèque remplie des livres de littérature classique que Marc collectionnait avec passion, le piano droit sur lequel notre fille Emma s'exerçait chaque soir avant de faire ses devoirs. Tout cela allait disparaître. Dans 3 semaines, si nous ne trouvions pas 45 000 euros, les huissiers viendraient tout saisir. Marc était parti depuis l'aube faire du porte-à-porte pour proposer ses services de dépannage informatique. Son visage, hier encore rayonnant de confiance et d'optimisme, s'était creusé ces derniers mois. Des rides nouvelles marquaient le coin de ses yeux bleus, et parfois, quand il pensait que je ne le regardais pas, j'apercevais dans son regard une lueur de résignation qui me brisait le cœur. Emma, elle, continuait de croire que tout s'arrangerait. À 14 ans, elle gardait cette foi inébranlable de l'adolescence, cette certitude que les parents peuvent tout résoudre. Elle ne savait pas que nous avions vendu discrètement ses bijoux de baptême le mois dernier. Elle ne savait pas que j'avais pris un 3e emploi de nuit, nettoyant les bureaux d'une entreprise de comptabilité jusqu'à 4 heures du matin. Elle ne savait pas que malgré tous nos efforts, nous coulions inexorablement. C'est dans ce contexte que cette lettre était arrivée, comme une bouée de sauvetage lancée à une noyée, mais une bouée empoisonnée. Le rendez-vous avait eu lieu dans un cabinet d'avocats du centre-ville, dans un de ces immeubles haussmanniens aux façades imposantes qui inspirent le respect et l'intimidation. Maître Renaud, un homme d'une 60aine d'années aux tempes grisonnantes, m'avait reçu dans son bureau lambrissé avec une courtoisie teintée de mystère. Madame Dubois, avait-il commencé en joignant ses mains devant lui, mon client préfère conserver l'anonymat pour l'instant. Sachez simplement qu'il s'agit d'un homme d'affaires très fortuné qui a remarqué votre situation particulière. Ma situation particulière. Comment cet inconnu pouvait-il être au courant de nos dettes? Cette question me taraudait, mais la curiosité l'emportait sur l'inquiétude. Il souhaite vous proposer un arrangement qui vous permettrait de rembourser intégralement vos créances et même de disposer d'une somme supplémentaire considérable. Mon cœur s'était mis à battre plus fort. Trop beau pour être vrai, forcément. Mais quand on se noie, on s'accroche à n'importe quoi. Quel genre d'arrangement? Avais-je demandé, la bouche soudain sèche. Maître Renaud avait alors sorti un dossier épais de son tiroir, l'avait posé devant moi avec une lenteur calculée. Il s'agirait d'un contrat de compagnonnage. Pendant une durée de 6 mois, vous devriez vous rendre disponible pour accompagner mon client lors de différents événements sociaux. Dîner d'affaires, réception, voyage professionnel, compagnonnage. Le terme était élégant, presque rassurant. Mais quelque chose dans le regard fuyant de l'avocat, dans sa manière de choisir ses mots avec tant de précaution, me mettait mal à l'aise. Et en contrepartie, 150 000 euros, versés immédiatement à la signature du contrat. J'avais senti mes jambes se dérober sous moi. 150 000 euros, plus de 3 fois ce dont nous avions besoin pour sauver notre maison. De quoi repartir sur de nouvelles bases, de quoi offrir à Emma les études qu'elle méritait, de quoi redonner à Marc la dignité qu'il avait perdue. Il y a forcément une contrepartie, avais-je murmuré. L'avocat avait hoché la tête, puis avait fait glisser le contrat vers moi. Je vous invite à lire attentivement les clauses. Madame Dubois, prenez votre temps. Mon client comprend parfaitement que ce type de proposition puisse nécessiter une réflexion approfondie. J'avais parcouru les premières pages du document, écrit dans ce jargon juridique complexe qui semblait conçu pour masquer l'essentiel. Mais au fil de ma lecture, les termes véritables de l'accord se précisaient. Et ce que je découvrais me glaçait le sang. Il ne s'agissait pas seulement d'accompagner un homme d'affaires lors d'événements mondains. Les prestations attendues étaient décrites avec une précision clinique qui ne laissait aucun doute sur leur nature. Je devais être entièrement disponible,
réceptive aux demandes spécifiques du client, prête à voyager sans préavis et discrète en toutes circonstances. Une clause particulière avait retenu mon attention. Le contractant s'engage à maintenir sa forme physique selon les standards définis en annexe et à se soumettre aux examens médicaux requis. En annexe, je trouvais des photos. Des femmes élégantes, toutes d'un certain âge, entre 35 et 45 ans, toutes d'une beauté soignée mais accessible. Toutes correspondant à un profil bien précis, celui de l'épouse parfaite, de la compagne idéale pour un homme de pouvoir. Votre client, il est marié? Avais-je demandé. Divorcé. Mais il évolue dans des milieux où l'image est cruciale. Il a besoin d'une compagne présentable, intelligente, capable de tenir une conversation dans n'importe quel contexte. Et les autres aspects du contrat? Maître Renaud avait pris un air embarrassé, tout en conservant son professionnalisme d'avocat chevronné. Mon client est un homme comme les autres, Madame Dubois. Il a des besoins complets. Le contrat couvre l'ensemble de sa vie sociale et privée. Privé. Le mot résonnait dans ma tête comme un glas. Cet homme voulait m'acheter, littéralement. Pour 6 mois, je deviendrais sa chose, sa propriété. En échange, il me donnerait de quoi sauver ma famille. Je peux garder le contrat pour y réfléchir? Bien entendu. Mais mon client souhaiterait une réponse avant la fin de la semaine. Il a d'autres candidates en réserve. J'étais rentré chez moi dans un état second, le contrat serré contre ma poitrine comme un secret brûlant. Marc n'était pas encore revenu de sa tournée de prospection. Emma était dans sa chambre, penchée sur ses livres de mathématiques, ses cheveux châtains retombant devant son visage concentré. Comment pouvais-je seulement envisager une chose pareille? Moi qui avais toujours été fidèle à Marc, moi qui prônais l'intégrité et l'honnêteté, comment pouvais-je ne serait-ce que considérer ces propositions indécentes? Mais en même temps, comment pouvais-je regarder ma fille grandir dans la précarité? Comment pouvais-je laisser Marc sombrer dans la dépression qui le guettait? Comment pouvais-je accepter que tout ce pourquoi nous avions travaillé s'effondre par manque de moyens? Le soir même, tandis que Marc et Emma dormaient, j'avais relu le contrat dans ses moindres détails. Chaque clause, chaque annexe, chaque condition. L'homme qui avait rédigé ce document avait pensé à tout. Discrétion absolue, clause de confidentialité, interdiction formelle de révéler l'identité du client ou la nature exacte de l'arrangement. Si j'acceptais, personne ne devait savoir. Ni Marc, ni Emma, ni mes proches. Je devrais inventer une histoire plausible pour justifier mes absences répétées, mes voyages, mes rentrées tardives. Je devrais mentir à ceux que j'aimais le plus au monde. Mais en contrepartie, dans 48 heures, nos dettes seraient effacées. Marc pourrait relever la tête, Emma pourrait continuer ses études de piano. Nous pourrions garder notre maison, notre vie, notre dignité familiale. N'était-ce pas là le sacrifice ultime d'une mère et d'une épouse? Donner son corps pour sauver son foyer? Au petit matin, j'avais pris ma décision. J'avais appelé l'étude de Maître Renaud et confirmé ma disponibilité pour un nouveau rendez-vous. Cette fois, je ne viendrai pas seulement lire un contrat. Je viendrai le signer. Mais avant cela, il me restait une dernière chose à faire. Une chose qui, je le pressentais déjà, changerait ma vie à tout jamais et dont les conséquences dépasseraient largement le cadre de ces 6 mois à venir. Il fallait que je rencontre cet homme. Cet inconnu qui était prêt à payer si cher pour m'avoir. Cet homme qui allait devenir, d'une certaine façon, mon propriétaire. Car au fond de moi, une question me hantait. Qui était-il vraiment? Et pourquoi moi? Cette réponse, j'allais la découvrir plus tôt que prévu. Et elle bouleverserait tout ce que je croyais savoir sur cette proposition qui semblait trop belle pour être vraie. Chapitre 2. Certaines rencontres changent le cours d'une vie en l'espace d'un regard. Que ressentez-vous quand vous franchissez le seuil d'un monde dont vous ne pourrez plus jamais sortir indemne? Cette sensation, je l'ai éprouvée en pénétrant dans le hall de marbre du Ritz ce jeudi après-midi, vêtu de ma plus belle robe noire, celle que je gardais pour les grandes occasions et qui, ironiquement, allait servir à sceller ma chute. Maître Renaud m'avait donné rendez-vous dans le bar de l'hôtel à 15 heures précises. Mon client souhaite vous rencontrer avant la signature définitive, avait-il précisé au téléphone. Une simple formalité, vous comprenez. Une question de compatibilité. Compatibilité. Encore un de ces termes élégants pour masquer une réalité sordide. Cet homme voulait m'examiner comme on examine une marchandise avant de l'acheter. Vérifier si j'étais conforme à ses attentes, si je justifiais l'investissement qu'il s'apprêtait à faire. J'avais passé 2 heures devant ma glace ce matin-là, essayant différentes tenues, différents maquillages. Que porte-t-on pour aller se vendre? Comment se présente-t-on à son futur propriétaire? Ces questions me révoltaient autant qu'elles m'obsédaient.
Marc était parti tôt pour un entretien d'embauche, le 14e depuis 3 mois, et j'avais prétexté un rendez-vous médical pour justifier mon absence de l'après-midi. Premier mensonge d'une longue série qui allait jalonner les prochains mois. Le bar du Ritz, avec ses fauteuils en cuir patiné et ses boiseries somptueuses, respirait le luxe discret et la puissance financière. L'endroit idéal pour négocier des contrats à plusieurs zéros, pour sceller des accords dont les enjeux dépassent l'entendement commun. Je me sentais comme une intruse dans ce temple du capitalisme, avec mon sac à main de grande surface et mes chaussures imitant le cuir véritable. Maître Renaud m'attendait à une table d'angle, accompagné d'un homme que je ne distinguais que de dos. Grand, élégant, les cheveux poivre et celles parfaitement coiffés, costume sur mesure d'un gris anthracite qui criait la richesse sans ostentation. Quand il se retourna pour m'accueillir, le monde sembla s'arrêter. Vincent Delacroix. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais dans notre région, il était synonyme de réussite industrielle et de influence politique. Propriétaire d'un empire de textile qui employait des milliers de personnes, mécène réputé, proche de plusieurs ministres, un homme dont les faits et gestes faisaient régulièrement la une des journaux locaux. Un homme que je connaissais. Pas personnellement, bien sûr. Mais Marc et moi l'avions croisé plusieurs fois lors de réceptions d'entreprise, à l'époque où mon mari occupait encore un poste d'ingénieur en chef chez un de ses sous-traitants. Je me souvenais de cet homme charismatique qui monopolisait l'attention dans chaque soirée, de sa façon de séduire son auditoire avec des anecdotes parfaitement ciselées, de son sourire qui ne quittait jamais ses lèvres mais n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il se leva à mon approche, me tendit une main ferme et chaude, et son sourire s'élargit quand il vit la surprise se peindre sur mon visage. « Madame Dubois, où puis-je vous appeler Claire? J'espère que ma petite révélation ne vous met pas mal à l'aise. » Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, profonde, posée, avec ce léger accent du Nord qui trahissait ses origines modestes. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une intensité dans son regard, une façon de me dévisager qui me mettait profondément mal à l'aise. « Monsieur Delacroix? Je ne comprends pas. Comment? Pourquoi moi? » Il m'invita à m'asseoir d'un geste courtois, commanda un thé Earl Grey pour moi. Comment savait-il que c'était ma boisson préférée? Et se cala dans son fauteuil avec l'assurance d'un homme habitué à dominer toutes les situations. Vous vous souvenez de la soirée d'inauguration des nouveaux locaux de Technimec, il y a 3 ans? Votre mari représentait l'équipe d'ingénierie. Je me souvenais effectivement. Une soirée élégante dans les jardins d'un château aux environs de la ville, avec orchestre de chambre et buffet gastronomique. Marc était fier de représenter son entreprise et j'avais mis ma plus belle robe pour l'accompagner. Une soirée qui aurait dû être parfaite si elle n'avait pas été ternie par un incident que j'avais préféré oublier. Un petit malencontreux avec le champagne, si je me souviens bien, continua Vincent Delacroix avec un sourire énigmatique. L'incident, comment avais-je pu l'oublier? Un serveur avait trébuché près de moi, renversant son plateau de coupe sous ma robe. J'étais resté là, trempé et embarrassé, ne sachant comment réagir. C'est alors qu'un homme élégant s'était approché, avait discrètement écarté les curieux, m'avait offert sa veste et m'avait accompagné jusqu'au vestiaire pour que je puisse me changer. Cet homme, c'était Vincent Delacroix. Vous m'aviez aidé, murmurai-je, troublé par ce souvenir qui ressurgissait avec une netteté saisissante. Et vous m'aviez fasciné. Votre grâce face à cette situation embarrassante, votre façon de remercier ce pauvre serveur au lieu de vous énerver contre lui, votre élégance naturelle. Je n'ai jamais oublié cette soirée, Claire, ni cette femme remarquable que j'ai eu le privilège de secourir. Ces mots me troublaient profondément. Comment un homme de son envergure pouvait-il se souvenir si précisément d'une rencontre si brève, si anodine? Et surtout, comment cette rencontre pouvait-elle avoir un rapport avec la proposition indécente qu'il me faisait aujourd'hui? Je me suis renseigné sur vous après cette soirée, continua-t-il sans me quitter des yeux. Discrètement, bien entendu. J'ai appris que vous étiez professeur de littérature, que vous aviez abandonné une thèse de doctorat pour élever votre fille, que vous formiez avec votre mari un couple solide et respecté. Une vie exemplaire, Claire. Une vie que je respecte et que je n'ai jamais eu l'intention de perturber. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette proposition? Il marqua une pause, but une gorgée de son whisky single malt, et son regard se fit plus sombre. Parce que j'ai également appris vos difficultés actuelles. La perte d'emploi de votre mari, vos dettes, les menaces d'expulsion. J'ai pensé que je pouvais vous aider. M'aider? Ma voix monta dans les aigus malgré moi. Vous appelez ça m'aider? Plusieurs clients se retournèrent vers notre table. Vincent Delacroix me fit signe de baisser la voix, mais son expression ne trahissait aucune gêne, aucune culpabilité. Claire, je vais être franc avec vous. Je suis un homme seul.
Divorcé depuis 5 ans, pas d'enfant, une vie sociale intense mais vide de sens. J'ai besoin d'une compagne intelligente, raffinée, capable de m'accompagner dans mes obligations professionnelles et sociales. Une femme qui comprenne mon monde sans en faire partie, qui puisse jouer le rôle de l'épouse parfaite sans les contraintes du mariage. Et les autres aspects du contrat? Il sourit, et cette fois, son sourire était différent. Plus chaleureux, presque tendre. Je ne suis pas un monstre, Claire. Je suis un homme qui a des besoins, des désirs, comme tout le monde. Mais je ne suis pas non plus un prédateur. Si vous acceptez cette proposition, nous apprendrons à nous connaître, nous prendrons notre temps. L'intimité viendra naturellement, ou ne viendra pas. Dans ce cas, nous nous contenterons de la partie, disons, professionnelle de notre accord. Ces paroles me rassuraient et m'inquiétaient à la fois. Cet homme n'était pas le tyran que j'avais imaginé. Il semblait sincère, presque vulnérable dans sa solitude assumée. Mais cela rendait la situation encore plus complexe, encore plus troublante. Pourquoi ne pas chercher une compagne par les voies normales? Vous avez tout pour séduire, la richesse, l'intelligence, le charme, parce que les femmes de mon milieu cherchent soit un mari, soit un protecteur à long terme. Or, je ne veux ni me remarier ni m'engager dans une relation amoureuse traditionnelle. J'ai essayé plusieurs fois. Cela se termine toujours mal. Il marqua une nouvelle pause, sembla hésiter à poursuivre. Et puis, il y a autre chose. Quelque chose que je n'ai confié à personne, pas même à Maître Renaud. Mon cœur se mit à battre plus fort. Qu'allait-il me révéler? Quel secret ce puissant homme d'affaires s'apprêtait-il à partager avec moi? Je suis malade, Claire. Un cancer du pancréas diagnostiqué il y a 6 mois. Les médecins me donnent entre 1 et 2 ans à vivre. Le choc fut tel que je faillis renverser ma tasse de thé. Vincent Delacroix, cet homme au sommet de sa puissance, cette figure respectée du monde des affaires, était condamné. Et il le savait. Je suis désolé, balbutiai-je. Je ne savais pas. Personne ne le sait, à part mon médecin et moi. Et maintenant vous. Il se pencha vers moi, ses yeux plantés dans les miens. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette proposition n'a rien à voir avec un simple caprice de riche? Je veux profiter du temps qu'il me reste. Je veux vivre intensément, sans me soucier des conventions ni du jugement des autres. Je veux une compagne pour partager mes derniers mois de liberté avant que la maladie ne m'emporte. Tout s'éclairait soudain. La somme considérable proposée, l'urgence de la demande, la durée limitée du contrat. Vincent Delacroix ne cherchait pas une maîtresse à long terme. Il cherchait quelqu'un pour l'accompagner dans ses derniers moments d'homme en bonne santé. Et vous avez pensé à moi? Pourquoi? Parce que vous n'appartenez pas à mon monde. Parce que vous n'avez rien à gagner ni à perdre de ma mort prochaine. Parce que vous êtes assez désespéré pour accepter, mais assez intègre pour tenir votre parole. Et parce que, il hésita, passa une main dans ses cheveux grisonnants. Parce que depuis cette soirée il y a 3 ans, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Cette révélation me coupa le souffle. Cet homme puissant, habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, avait fantasmé sur moi pendant 3 années entières. J'étais flatté, terrifié et profondément troublé par cette confession. Vincent, je peux vous appeler Vincent? Ce que vous me proposez, c'est énorme. Je ne sais pas si je peux. Je sais que c'est énorme. Je sais aussi que vous n'avez pas vraiment le choix. Sa voix se fit plus douce. Mais laissez-moi vous dire autre chose. Si vous acceptez, je m'engage à faire de ces 6 mois les plus beaux de votre vie. Voyages, découvertes, expériences que vous n'auriez jamais pu vivre autrement. Je vous ferai oublier vos soucis, vos angoisses, votre quotidien étriqué. Je vous offrirai un interlude de luxe et de liberté avant que vous ne retourniez à votre vie normale. Et ma famille? Mon mari? Ma fille? Ils n'en sauront rien. Officiellement, vous travaillerez comme consultante dans une de mes entreprises. Mission ponctuelle, déplacements professionnels, horaires irréguliers. Votre mari sera trop soulagé de voir vos finances améliorées pour poser des questions indiscrètes. Tout était pensé, calculé, organisé. Vincent Delacroix avait anticipé chacune de mes objections, prévu chaque détail de cette mascarade. Mais une question me taraudait encore. Et après? Dans 6 mois, quand le contrat se terminera? Son sourire se fit mélancolique. Après, vous reprendrez votre vie là où vous l'avez laissée. Avec, en plus, un capital suffisant pour assurer l'avenir de votre famille. Et moi? Il haussa les épaules. Moi, j'aurais vécu 6 mois de bonheur avec une femme exceptionnelle. Ce sera déjà beaucoup plus que ce que j'osais espérer. Le silence s'installa entre nous. Autour de nous, le bar du Ritz continuait son ballet feutré de conversations d'affaires et de rendez-vous mondains.
Mais à notre table, le temps semblait suspendu. Deux êtres humains face à leur destin respectif, l'un condamné par la maladie, l'autre par la nécessité. J'ai besoin de réfléchir encore. Murmurai-je. Bien sûr, mais pas trop longtemps. Comme je vous l'ai dit, mon temps est compté. À tout point de vue. Il se leva, déposa un billet de 50 € sur la table pour régler nos consommations. Maître Renaud a mon numéro personnel. Appelez-le quand vous aurez pris votre décision. Et Claire? Il se pencha vers moi, effleura ma main de ses doigts. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Quel que soit votre choix final, ces quelques minutes en votre compagnie ont illuminé ma journée. Il partit, me laissant seul avec mes pensées tumultueuses et une question obsédante. Comment allais-je pouvoir regarder Marc et Emma en face ce soir, en sachant que j'envisageais sérieusement de devenir la maîtresse d'un autre homme? Et surtout, comment allais-je pouvoir résister à la tentation de dire oui à ces propositions qui, malgré sa nature scandaleuse, commençaient à ressembler de plus en plus à une chance inespérée? Chapitre 3. Il existe des signatures qui engagent bien plus que notre nom. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où votre main semble agir indépendamment de votre volonté, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre? C'est exactement ce que j'ai éprouvé en traçant les lettres de mon nom au bas de ce contrat, dans le bureau feutré de Maître Renaud, par un vendredi matin pluvieux qui marquait la fin de ma vie d'avant. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec Vincent Delacroix. 3 jours de torture mentale, d'insomnie, de regards furtifs vers Marc qui cherchait désespérément du travail, vers Emma qui révisait ses cours en rêvant d'un avenir que nous ne pourrions peut-être pas lui offrir. Le jeudi soir, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était arrivée sous la forme d'une lettre recommandée de la banque. Délai de grâce expiré. Saisie immobilière programmée dans 15 jours. Cette fois, c'était terminé. Nous allions tout perdre. Marc s'était effondré. Littéralement. Assis à la table de la cuisine, la lettre tremblant entre ses mains, il avait fondu en larmes comme un enfant. Mon homme fort, mon roc, mon pilier, sanglotait de désespoir et d'humiliation. Emma, attirée par le bruit, était descendue en pyjama et avait assisté à la déchéance de son père. Son regard interrogateur naviguait entre nous deux, cherchant une explication, une solution, un espoir que nous ne pouvions plus lui donner. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, ma chérie, » avait répondu Marc en s'essuyant les yeux. « Juste des soucis d'adulte. Remonte te coucher. » Mais Emma n'était plus une enfant. À 14 ans, elle comprenait parfaitement la gravité de la situation. Je lisais dans ses yeux cette peur sourde qu'elle refoulait depuis des mois, cette angoisse de l'avenir qui commençait à ronger son insouciance d'adolescente. C'est cette nuit-là, en regardant ma famille brisée par l'adversité, que j'avais pris ma décision définitive. Au matin, j'avais appelé Maître Renaud. Je souhaite signer le contrat. Aujourd'hui, si possible. Parfait. Madame Dubois, puis-je vous demander ce qui a motivé votre décision? La nécessité, avais-je répondu simplement. Maintenant, face à ces pages dactylographiées qui scellaient mon destin, je mesurais pleinement l'ampleur de ce que j'étais en train de faire. Les clauses défilaient sous mes yeux comme autant de liens invisibles qui allaient m'enchaîner à Vincent Delacroix pour les 6 prochains mois. Disponibilité totale du contractant selon les besoins du client. Déplacements nationaux et internationaux sans préavis. Discrétion absolue concernant la nature et les modalités du présent accord. Prestations d'accompagnement social et privé selon les exigences du client. Chaque ligne était un petit mensonge de plus que j'allais devoir servir à Marc, une trahison supplémentaire à l'égard de mes principes. Mais chaque ligne représentait aussi un espoir pour ma famille, une chance de sauver tout ce pour quoi nous nous étions battus. Maître Renaud me tendait son stylo-plume, un man blanc en or massif qui devait valoir plus que mes économies de l'année. Vous êtes sûre de votre décision, Madame Dubois? Certaine? Ma main ne tremblait plus. Étrangement, au moment de signer, j'éprouvais une sorte de sérénité, comme si j'abandonnais enfin un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Le fardeau de la respectabilité, des conventions, cette morale bourgeoise qui m'empêchait de sauver les miens par tous les moyens nécessaires. Claire Dubois. Ces 11 lettres dansèrent sous la pointe du stylo avant de s'imprimer définitivement sur le papier. L'acte était consommé. J'appartenais désormais à Vincent Delacroix. Parfait, dit l'avocat en récupérant le document. Monsieur Delacroix sera informé dans l'heure. Concernant le versement, le plus rapidement possible. Nous avons des échéances urgentes. Bien entendu, le virement sera effectué cet après-midi même. Il me tendit une enveloppe épaisse. Voici vos documents, une copie du contrat, vos nouvelles coordonnées professionnelles, un téléphone portable pour vos communications avec M. Delacroix et quelques instructions préliminaires. Instructions préliminaires.
Encore un euphémisme. J'ouvris l'enveloppe avec appréhension et découvris son contenu. Une carte de visite professionnelle à mon nom, avec le logo d'une société de conseil que je ne connaissais pas. Un smartphone dernier cri dans son emballage d'origine. Et une lettre manuscrite rédigée de l'écriture élégante de Vincent Delacroix. Ma chère Claire, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez pris la décision la plus courageuse de votre vie. Je vous en remercie du fond du cœur. Nos 6 mois commencent officiellement lundi. D'ici là, je vous demande de faire quelques préparatifs. Rendez-vous samedi à 14 h chez Sylvia Moreau, avenue Montaigne. Elle s'occupera de renouveler votre garde-robe selon mes goûts et les exigences de votre nouveau statut. N'ayez crainte, tout sera pris en charge. Dimanche, repos. Profitez de votre dernière journée de liberté totale avec votre famille. Lundi matin, 9 h précises, je vous attendrai dans mes bureaux, Tour de la Croix, 45e étage. Nous définirons ensemble le planning de nos premières activités. J'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. Affectueusement. Vincent. PS. L'argent a été viré sur votre compte. Vos soucis financiers appartiennent désormais au passé. Je repliai la lettre, le cœur battant. Cet homme pensait vraiment à tout. En quelques lignes, il avait organisé ma transformation, ma métamorphose de femme en détresse en maîtresse de luxe. Demain, j'irai me faire habiller comme une poupée selon ses désirs. Après-demain, je commencerai ma nouvelle existence de mensonges et de trahison. Mais d'abord, il fallait que je rentre chez moi. Il fallait que j'annonce la bonne nouvelle à ma famille. Il fallait que je commence à mentir à ceux que j'aimais le plus au monde. Le trajet du retour me parut interminable. À chaque feu rouge, je consultais l'application bancaire sur mon téléphone, incrédule devant le montant affiché sur notre compte courant. 150 000 €. Une fortune pour nous qui comptions chaque centime depuis des mois. De quoi rembourser nos dettes, de quoi repartir sur de nouvelles bases, de quoi offrir à Emma l'avenir qu'elle méritait. Marc m'attendait dans le salon, affaissé devant la télévision éteinte. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, ses épaules voûtées par le poids de l'échec. « Marc, j'ai une bonne nouvelle. » Il leva vers moi un regard sans espoir, comme si rien ne pouvait plus l'atteindre. « Une bonne nouvelle ? J'ai trouvé du travail. Un poste de consultant dans une société de conseil. Très bien payé. » Il cligna des yeux, comme s'il peinait à comprendre mes paroles. « Du travail ? Quel genre de travail ?» Je m'assis près de lui, pris ses mains dans les miennes. Ses paumes étaient moites, ses doigts glacés. Conseil en communication pour des entreprises. Mission ponctuelle, bien rémunérée. Le premier contrat rapporte. J'hésitais. Quelle somme pouvais-je annoncer sans éveiller les soupçons ? 50 000 €. Marc sursauta comme si je l'avais giflé. 50 000 €? Claire, c'est impossible. Personne ne paie une consultante débutante à ce prix-là. C'est un contrat spécial. 6 mois de missions intensives, déplacements fréquents, disponibilité totale. Une société qui traverse une crise de communication majeure et qui a besoin de discrétion absolue. Je détestais la facilité avec laquelle les mensonges sortaient de ma bouche. Chaque mot était une trahison, mais chaque mot était aussi un espoir pour notre famille. Tu es sûr que c'est légal? Ça ne cache rien de douteux? Marc, regarde notre compte en banque. Il consulta son téléphone, et je vis ses yeux s'écarquiller de stupéfaction. L'argent était là, bien réel, indiscutable. La preuve tangible que notre calvaire financier touchait à sa fin. Mon Dieu, Claire, comment as-tu fait? J'ai postulé il y a quelques semaines. Je ne voulais pas t'en parler avant d'être sûr. Tu sais comme les déceptions te font mal en ce moment. Il m'attira contre lui, me serra dans ses bras avec une force désespérée. Je sentais ses larmes couler dans mes cheveux, ses sanglots silencieux secouaient son corps. Mon brave Marc, mon mari aimé, pleurait de soulagement contre mon épaule. Et moi, sa femme infidèle en devenir, je le consolais en inventant de nouveaux mensonges. Ma chérie, ma Claire, tu nous as sauvés. Sauvés. Le mot résonnait étrangement dans ma tête. Oui, j'avais sauvé ma famille. Mais à quel prix? En me perdant moi-même dans un marché de dupes dont je ne mesurais pas encore toutes les conséquences. Emma débarqua dans le salon, alertée par nos voix. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa pleure? Des larmes de joie, ma puce, répondis-je en essuyant mes propres yeux. Maman a trouvé un travail formidable. Nous allons pouvoir garder la maison. Le visage d'Emma s'illumina d'un sourire radieux. Cet enfant qui portait nos angoisses depuis si longtemps retrouvait soudain son insouciance d'adolescente. Elle nous sauta au cou, nous couvrit de baisers, babilla de joie et de projets d'avenir.
Je vais pouvoir continuer mes cours de piano. Et peut-être qu'on pourra partir en vacances cet été. Et, doucement ma chérie, l'interrompis-je. Ce nouveau travail va beaucoup m'occuper. Des déplacements, des horaires irréguliers. Je ne serai pas souvent à la maison les prochains mois. C'est pas grave, maman. Papa et moi, on se débrouillera. L'important, c'est qu'on soit tranquille financièrement. Si elle savait, si ma fille chérie savait à quel point elle avait raison de dire qu'elle devrait se débrouiller avec son père. Car dès lundi, j'allais appartenir à un autre homme, vivre une autre vie, devenir une autre femme. Le soir même, nous fîmes quelque chose que nous n'avions plus fait depuis des mois. Nous commandâmes des pizzas et ouvrîmes une bouteille de champagne pour fêter notre sauvetage. Marc avait retrouvé son sourire et m'a rayonné de bonheur. Et moi, je jouais la comédie du bonheur en pensant à ce qui m'attendait. Demain, je devais aller chez ce styliste pour me transformer selon les désirs de Vincent. Après-demain, je commencerai ma nouvelle existence de maîtresse. Dans 6 mois, si tout se passait comme prévu, je retrouverais ma famille enrichie, mais moi, que serais-je devenu? Cette nuit-là, je restai éveillé longtemps, écoutant la respiration paisible de Marc endormi près de moi. Mon mari, mon premier amour, l'homme avec qui j'avais tout construit. Demain, j'allais commencer à le tromper de la façon la plus sordide qui soit. Et le plus terrible, c'est qu'une petite partie de moi-même était curieuse, excitée même, à l'idée de découvrir ce monde de luxe et de plaisir que Vincent Delacroix me proposait. Étais-je en train de sauver ma famille ou de la détruire? Cette question allait me hanter pendant les mois à venir. Mais il était trop tard pour reculer. J'avais signé. J'avais pris l'argent. J'étais devenu Claire Dubois, consultante officielle et bientôt maîtresse officieuse de l'homme le plus puissant de la région. Lundi matin, ma nouvelle vie commencerait. Une vie de mensonges, de luxe, de culpabilité et peut-être aussi de découvertes sur moi-même que je n'osais pas encore imaginer. Chapitre 4. Parfois, notre reflet dans le miroir nous révèle une étrangère. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il faut pour transformer une femme respectable en créature de luxe? La réponse est 4 heures. 4 heures dans l'institut de beauté le plus sélect de Paris, entre les mains expertes de Sylvia Moreau, pour que Claire Dubois, professeure de littérature et mère de famille, devienne cette femme sophistiquée que je ne reconnaissais plus dans les miroirs dorés de l'avenue Montaigne. Madame Delacroix m'a donné des instructions très précises concernant votre relooking, avait annoncé Sylvia en m'accueillant dans son salon aux allures de palais. Une femme d'une 50aine d'années, élégante comme une gravure de mode, qui parlait de Vincent avec une familiarité troublante. Il connaît parfaitement vos mensurations, votre teint, vos goûts, enfin, ce qu'il souhaite que vous développiez. Comment Vincent pouvait-il connaître mes mensurations? Cette question m'avait taraudé tout au long de cette journée de métamorphose, mais je n'avais pas osé la poser. Certaines réponses, je le pressentais, risquaient de m'inquiéter plus que mon ignorance. La transformation avait commencé par les cheveux. Mes longs cheveux châtains, que je portais souvent en queue de cheval par praticité, furent coupés, colorés, coiffés selon un dégradé savant qui encadrait mon visage d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le résultat était saisissant. J'avais l'air plus jeune, plus moderne, plus sensuel. Monsieur Delacroix apprécie les femmes qui assument leur féminité, commentait Sylvia en dirigeant les opérations avec l'autorité d'un chef d'orchestre. Vous avez de magnifiques yeux verts, il faut les mettre en valeur. Et cette bouche, parfaite pour les rouges profonds. Puis était venu le tour des vêtements. Robe après robe, ensemble après ensemble, une garde-robe entière défilait devant moi. Des créations de grands couturiers dont je n'avais jusqu'alors vu les œuvres que dans les magazines, des tissus soyeux qui glissaient sur ma peau comme des caresses, des coupes qui révélaient un corps que j'avais toujours caché sous des vêtements pratiques et discrets. Pour les dîners d'affaires, nous misons sur l'élégance classique, expliquait Sylvia en ajustant une robe noire sublime qui épousait mes formes sans vulgarité. Pour les voyages, du confort chic. Et pour les soirées privées, elle sourit d'un air entendu en sortant un fourreau rouge sans qu'il me fît rougir rien qu'à le regarder. Monsieur Delacroix aime que ses compagnes soient mémorables. Ses compagnes. Le terme me fit frissonner. Combien de femmes avaient défilé dans ce salon avant moi? Combien d'épouses désespérées avaient accepté le même marché que moi? Et qu'étaient-elles devenues après leurs 6 mois de contrat? Je peux vous poser une question indiscrète, demandai-je pendant qu'on ajustait l'ourlet d'un tailleur ivoire. Bien sûr, ma chère. Y a-t-il eu beaucoup de clients comme moi? Sylvia marqua une pause dans ses mesures, me regarda droit dans les yeux par le biais du miroir. Vous êtes la première, Claire. Du moins, la première pour qui M. Delacroix fait autant d'efforts. Généralement, ces relations sont plus spontanées, moins organisées.
Vous devez être très spécial pour qu'il investisse autant dans votre transformation. Cette révélation me troubla profondément. Si j'étais la première, cela signifiait que Vincent avait conçu tout ce processus spécialement pour moi. Le contrat, la procédure, la transformation, tout avait été imaginé et mis en place pour me séduire, me convaincre, m'acheter. J'étais flatté et terrifié à la fois par cette attention obsessionnelle. La journée se termina par une séance de cours accélérés sur le savoir-vivre dans les hautes sphères de la société. Comment tenir un verre de champagne, comment saluer un ambassadeur, comment converser avec un ministre sans commettre d'impair. Une formation express de parfaite maîtresse du monde, dispensée par une ancienne hôtesse de l'air qui avait épousé un diplomate et connaissait tous les codes de l'élite internationale. L'essentiel, me dit-elle, c'est de rester vous-même tout en vous adaptant au milieu. Monsieur Delacroix ne vous demande pas de jouer un personnage, mais de révéler la femme de monde qui sommeille en vous. La femme de monde qui sommeillait en moi, je n'étais pas certaine qu'elle existe. Mais en me regardant dans le miroir de l'Institut, à la fin de cette journée de transformation, je devais admettre que l'image qui me faisait face était celle d'une étrangère séduisante. Une femme élégante, sophistiquée, mystérieuse, qui aurait parfaitement sa place au bras d'un homme comme Vincent Delacroix. Le dimanche, comme convenu, je l'avais passé avec ma famille. Marc était aux anges de voir nos dettes s'évaporer une à une. Il avait passé la journée au téléphone avec les créanciers, soldant nos comptes, annulant les procédures de saisie. Emma, elle, avait repris ses cours de piano avec un enthousiasme retrouvé, faisant résonner notre petit salon de mélodies joyeuses. « Tu es différente », m'avait dit Marc dans la soirée, plus sereine. « Cette coiffure te va à ravir, et tu as l'air, je ne sais pas, libéré d'un poids. » Si seulement il savait que ce poids, je ne l'avais pas perdu, je ne l'avais fait que déplacer. Désormais, c'était ma conscience qui portait le fardeau de nos secrets. Et maintenant, ce lundi matin, j'étais là, dans l'ascenseur de la tour Delacroix, montant vers le 45e étage où Vincent m'attendait. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende dans tout l'immeuble. Dans quelques secondes, j'allais officiellement commencer ma nouvelle existence de mensonge et de luxure. L'ascenseur s'arrêta avec un tintement discret. Les portes s'ouvrirent sur un hall somptueux, tout de marbre blanc et d'acier brossé, dominé par un portrait géant de Vincent en costume sombre. Ses yeux peints semblaient me fixer, me juger, m'évaluer avant même notre première vraie rencontre professionnelle. Madame Dubois, une secrétaire d'une trentaine d'années, impeccablement mise, m'accueillit avec un sourire professionnel. Monsieur Delacroix vous attend dans son bureau. Par ici, je vous prie. Nous traversâmes un open space où des dizaines d'employés s'affairaient devant leurs ordinateurs. Certains levèrent les yeux sur mon passage, et je lus dans leur regard une curiosité mêlée de respect. Savaient-ils qui j'étais? Quelle était ma fonction réelle dans l'organigramme de l'entreprise? Le bureau de Vincent était à l'image de l'homme, imposant, raffiné, intimidant. Une pièce immense aux baies vitrées donnant sur toute la ville, meublée d'antiquités de prix et d'œuvres d'art contemporain. Vincent se tenait debout face aux fenêtres, silhouette élégante se découpant contre le ciel matinal. Claire? Il se retourna, et son sourire s'épanouit quand il me vit. Un sourire de satisfaction, presque de fierté, comme un collectionneur contemplant sa dernière acquisition. Vous êtes éblouissante. Sylvia a fait du remarquable travail. Je portais le tailleur ivoire choisi la veille, avec un chemisier de soie gris perle et des escarpins assortis. L'ensemble le plus sobre de ma nouvelle garde-robe, mais qui me faisait déjà me sentir différente, plus femme, plus désirable. « Merci » murmurai-je, gêné par l'intensité de son regard. « Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons beaucoup de choses à organiser. » Il prit place derrière son bureau monumental, ouvrit un agenda en cuir marqué à ses initiales. « Ce soir, nous avons notre première sortie officielle. Dîner de gala au profit d'une association caritative. Tout le gratin de la région sera présent, ainsi que quelques personnalités parisiennes. L'occasion parfaite pour vous présenter dans votre nouveau rôle. Quel rôle exactement? Qui suis-je censé être pour les autres? Ma conseillère en communication, une brillante consultante que j'ai engagée pour moderniser l'image de mes entreprises. Intelligente, cultivée, indépendante, ce qui n'est pas si éloigné de la vérité. Finalement, il marqua une pause, se leva, contourna son bureau pour venir s'appuyer contre, tout près de moi. Son parfum, subtil et masculin, me troublait malgré moi. Claire, je veux que vous compreniez une chose. En public, nous entretenons des relations strictement professionnelles. Respect mutuel, complicité intellectuelle, rien de plus. C'est en privé que les choses pourront évoluer différemment.
Et quand commencent les activités privées? La question m'avait échappé. Vincent sourit, tendit la main vers mon visage, effleura ma joue du bout des doigts. Ce contact, pourtant léger, me fit frissonner de la tête aux pieds. Quand vous serez prête, quand vous en aurez envie. Je vous l'ai dit, Claire, je ne suis pas un prédateur. Je peux attendre. Attendre. Mais attendre quoi? Que je tombe sous son charme, que je développe des sentiments pour lui, que j'oublie Marc et ma famille. Cette stratégie de séduction patiente me semblait encore plus redoutable qu'une approche brutale. Vincent, puis-je vous demander quelque chose d'indiscret? Tout ce que vous voulez. Pourquoi moi? Vraiment. Ne me dites pas que c'est seulement à cause de cette soirée d'il y a 3 ans. Il retourna s'asseoir, croisa les mains devant lui, son expression devenant plus grave. Vous voulez la vérité? Toute la vérité? J'acquiesçai, même si j'appréhendais sa réponse. J'ai enquêté sur vous, Claire, discrètement, mais minutieusement. Votre parcours universitaire brillant, votre thèse abandonnée pour élever votre fille, votre mariage avec un homme que vous aimez sincèrement, votre intégrité professionnelle. Vous êtes exactement le type de femme que je ne peux pas avoir par les moyens conventionnels. Parce que je suis marié. Parce que vous êtes authentique. Toutes les femmes que j'ai fréquentées ces dernières années étaient intéressées par mon argent, mon statut, ma position sociale. Aucune ne s'intéressait vraiment à l'homme que je suis. Vous n'avez besoin de rien de ce que je peux offrir, sauf dans la situation désespérée où vous vous trouvez actuellement. Sa logique était implacable et glaçante. Il avait choisi une femme intègre précisément parce qu'il fallait des circonstances exceptionnelles pour la corrompre. J'étais son défi personnel, sa conquête impossible rendue possible par le malheur. Et après, dans 6 mois, quand votre maladie aura progressé. Oui. Son sourire se fit mélancolique. Dans 6 mois, Claire, vous reprendrez votre vie normale, et moi, je me préparerai à la fin de la mienne. Mais ces 6 mois, je veux qu'ils soient parfaits. Pour vous comme pour moi. Un silence pesant s'installa entre nous. Dehors, la ville s'activait, ignorant le drame qui se jouait dans ce bureau luxueux entre un homme condamné et une femme qui avait accepté de se vendre pour sauver sa famille. « Il faut que j'y aille, » dis-je finalement. Marc m'attend pour déjeuner. Je dois lui expliquer mes nouvelles responsabilités. Bien sûr. Ce soir, un chauffeur passera vous prendre à 19h. Robe de soirée. Nous avons prévu celle en taffetas bleu nuit. Je me levai, me dirigeai vers la porte. La main sur la poignée, je me retournai une dernière fois. Vincent? Oui. J'espère que nous ne le regretterons ni l'un ni l'autre. Il sourit, et pour la première fois, son sourire me parut complètement sincère. Moi aussi, Claire, moi aussi. Je sortis de son bureau avec la sensation d'avoir franchi un point de non-retour. Ce soir, je ferai mes premiers pas dans le monde de Vincent Delacroix. Ce soir, je commencerai vraiment à trahir les miens. Et quelque part, au fond de mon cœur, une petite voix me soufflait que cette trahison pourrait bien se révéler plus dangereuse que tout ce que j'avais imaginé. Car Vincent Delacroix n'était pas seulement un homme riche et malade. C'était un séducteur accompli, et je commençais déjà à ressentir les premiers effets de son charme redoutable. Chapitre 5. Les premiers mensonges sont toujours les plus difficiles à avaler. Avez-vous déjà vécu ce moment où votre propre reflet dans un miroir vous fait l'effet d'une révélation? Ce soir-là, drapé dans cette robe de taffetas bleu nuit qui épousait mes formes comme une seconde peau, je découvrais une femme que je ne connaissais pas. Une créature élégante et mystérieuse qui n'avait plus grand-chose à voir avec la Claire Dubois que Marc avait embrassée avant de partir travailler ce matin. « Tu es magnifique !» avait murmuré mon mari en me voyant me préparer pour cette supposée soirée d'affaires. « Cette robe, elle te va à merveille. Où l'as-tu achetée ?» Nouveau mensonge. L'entreprise fournit une garde-robe professionnelle. Pour les événements importants. Chaque mot était une épine plantée dans ma gorge, mais Marc était tellement heureux de nous voir sortir de nos difficultés qu'il ne posait pas de questions indiscrètes. Le chauffeur était arrivé pile à 19h. Une Bentley noire aux vitres teintées, conduit par un homme d'une 50aine d'années en livrée impeccable qui m'avait salué avec un respect déférent. « Bonsoir, Madame Dubois. Monsieur Delacroix m'a chargé de vous conduire. » Durant le trajet vers l'hôtel particulier où se tenait la réception, j'avais tenté de me convaincre que je ne faisais rien de mal. Après tout, il ne s'agissait que d'un dîner mondain, d'accompagner Vincent dans ses obligations sociales. Rien de compromettant, rien de sexuel. Du moins, pas encore. Mais en descendant de la voiture devant le perron illuminé de l'hôtel Malherbe, en voyant Vincent m'attendre en smoking noir, un sourire satisfait aux lèvres, je compris que j'étais en train de pénétrer dans un monde qui ne me lâcherait plus. « Claire ?» dit-il en me tendant le bras. «
Vous êtes éblouissante. Absolument parfaite. » Sa main se posa sur la mienne avec une familiarité possessive qui me troubla. Pour les photographes présents sur les marches, car bien sûr, il y avait des photographes, nous formions un couple assorti, élégant, puissant. Personne ne pouvait deviner la nature véritable de notre arrangement. « Souriez », me glissa-t-il à l'oreille tandis que les flashs crépitaient. « Vous êtes ma fierté ce soir. » L'intérieur de l'hôtel particulier était somptueux, lustre de cristal, tapisserie d'époque, parquet de marqueterie où résonnaient les pas des invités. Une centaine de personnes évoluaient dans les salons, tenant des coupes de champagne millésimées, conversant par petits groupes avec cette aisance particulière aux gens habitués au luxe et au pouvoir. Vincent me présenta comme convenu Claire Dubois, ma nouvelle conseillère en communication. Une femme brillante qui révolutionne notre approche marketing. Chaque présentation était accompagnée d'anecdotes flatteuses sur mes compétences supposées, d'éloges sur mon expertise fictive. Il mentait avec un naturel confondant, tissant autour de moi une légende professionnelle que j'avais du mal à assumer. Madame Dubois, quel plaisir! Un homme corpulent à la moustache grisonnante me serra la main avec enthousiasme. Jean-Claude Vermeer, député-maire de la région. Vincent me disait justement que vous travaillez sur la modernisation de l'image de ces entreprises. Formidable! Nous aurions besoin de vos conseils pour notre prochaine campagne électorale. Je balbutiai quelques généralités sur l'importance de la communication moderne, me fiant à mon instinct et aux quelques notions glanées dans mes lectures. Vincent me couvait d'un regard amusé, visiblement ravi de me voir naviguer tant bien que mal dans ces eaux inconnues. Claire a une approche très personnelle des relations publiques, intervint-il avec un sourire équivoque. Elle s'est touchée là où il faut. Ces mots à double sens me firent rougir, mais personne d'autre ne sembla relever l'allusion. Dans ce milieu, l'art de la conversation codée était apparemment monnaie courante. Le dîner fut servi dans une salle à manger d'apparat, autour d'une table dressée avec un raffinement digne d'un palace. Vincent m'avait placé à sa droite, position d'honneur qui ne passa inaperçue de personne. Sa main effleurait régulièrement la mienne quand il me tendait le pain, le sel, ou simplement pour ponctuer une remarque. Des contacts anodins pour les autres convives, mais qui me brûlaient la peau et réveillaient en moi des sensations que j'aurais préféré ignorer. « Madame Dubois », me dit la femme assise en face de moi, une quinquagénaire élégante aux bijoux imposants. « J'ai l'impression de vous connaître. N'êtes-vous pas professeur au lycée Sainte-Marie ?» Mon sang se glaça. Cette femme était Isabelle Moncler, dont la fille avait suivi mes cours de français 2 ans auparavant. Si elle me reconnaissait, toute ma couverture s'effondrait. « Je crois qu'il y a confusion », intervint Vincent avec un calme olympien. « Claire vient de Bretagne. Elle a rejoint mes équipes il y a peu. »« Ah, pardonnez-moi. La ressemblance est frappante. Vous avez un sosie dans les saignements. » La femme rit et n'y pensa plus. Mais moi, le reste du repas fut un cauchemar. Et si d'autres personnes me reconnaissaient, et si quelqu'un faisait le rapprochement entre Claire Dubois, professeur en détresse, et Claire Dubois, mystérieuse conseillère de Vincent Delacroix, ma double vie était plus fragile que je ne l'avais imaginé. Vers 23 heures, Vincent se pencha vers moi. « Nous allons y aller. J'ai une surprise pour vous. » Nous prîmes congé des autres invités sous un concert de compliments et d'invitations futures. Dans la Bentley qui nous reconduisait, Vincent me détailla avec satisfaction. « Vous avez été parfaite, Claire. Absolument parfaite. Quelques hésitations au début, mais vous avez vite pris le rythme. Vous êtes née pour ce monde. » Vincent, cette femme, elle a failli me reconnaître. Si jamais, il n'y aura pas de si jamais. J'ai pris mes précautions. Officiellement, Claire Dubois n'enseigne plus depuis 6 mois. Congé sabbatique pour raisons personnelles. Tous les documents sont en ordre. Je le regardais, stupéfaite. Comment avez-vous fait? J'ai mes entrées dans l'administration. Quelques coups de fil, quelques arrangements, ce n'était pas très compliqué. Votre ancienne directrice pense que vous traversez une période difficile et que vous avez besoin de temps pour vous reconstruire. Ce qui n'est pas faux, au fond. Ces révélations me laissèrent sans voix. Cet homme avait effacé mes traces, réécrit mon histoire, organisé ma disparition sociale avec une efficacité glaçante. J'étais désormais totalement dépendante de lui, prisonnière de la nouvelle identité qu'il avait construite pour moi. « Où m'emmenez-vous » demandai-je en voyant que nous ne prenions pas la direction de chez moi. « Chez moi ? Il est temps que vous découvriez votre environnement de travail. » Sa propriété était située dans les hauteurs de la ville, une villa moderne aux lignes épurées. Tout de verre et d'acier, dominant la vallée illuminée. Le chauffeur nous déposa devant un portail électronique qui s'ouvrit automatiquement sur une allée bordée d'arbres centenaires. Impressionnant,
murmurai-je malgré moi. Vous n'avez encore rien vu. L'intérieur était à l'image de l'homme, sophistiqué, masculin, intimidant. Des meubles design côtoyaient des œuvres d'art contemporain, le tout baignant dans une lumière tamisée qui créait une atmosphère à la fois chaleureuse et sensuelle. « Champagne » proposa-t-il en se dirigeant vers un bar en lac noir. « Je ne sais pas si c'est raisonnable. »« Claire, détendez-vous. Nous célébrons votre première soirée réussie. » Et puis, il me tendit une coupe de Dom Pérignon rosé. Il faut que nous parlions de la suite du programme. Nous nous installâmes dans le salon, séparés par une table basse en verre fumé. Vincent avait retiré sa veste et desserré son nœud papillon, révélant une chemise blanche parfaitement ajustée qui soulignait sa silhouette encore athlétique malgré la maladie qui le rongeait. Demain soir, nous partons pour Londres. 3 jours, réunions d'affaires, dîners officiels et un week-end plus personnel. Je ne peux pas partir comme ça. Marc, Emma, il faut que je prévienne. C'est déjà fait. Votre mari a reçu un message de votre supposé employeur l'informant de ce déplacement urgent. Mission de la plus haute importance, excellent bonus à la clé. Il était ravi pour vous. Encore une fois, Vincent avait tout prévu, tout organisé, tout contrôlé. Je me sentais comme une marionnette dont il tirait les ficelles avec une maestria diabolique. Vincent, vous me faites peur parfois. Cette façon que vous avez d'anticiper, de manipuler. Il posa sa coupe, se leva, vint s'asseoir près de moi sur le canapé. Trop près. Son parfum m'enveloppait. Sa présence m'oppressait et me troublait à la fois. « Claire, regardez-moi. » J'obéis malgré moi. Ses yeux plongeaient dans les miens avec une intensité troublante. Je sais que tout cela vous semble excessif. Mais comprenez-moi, j'ai très peu de temps devant moi. Je ne peux pas me permettre de laisser le hasard décider de la qualité de ces derniers mois. Alors oui, je contrôle, j'organise, j'anticipe, pour que nous vivions ensemble quelque chose d'exceptionnel. Sa main se posa sur la mienne, et cette fois, je ne la retirai pas. Que attendez-vous exactement de moi, Vincent? Vraiment? Que vous soyez vous-même. Que vous me fassiez oublier ma maladie, ma solitude, ma mort annoncée. Que vous m'offriez un peu de cette authenticité qui vous caractérise. En échange, je vous donne accès à un monde que vous n'auriez jamais connu autrement. Et physiquement? La question avait jailli malgré moi. Vincent sourit, porta ma main à ses lèvres, y déposa un baiser léger qui me fit frissonner. Physiquement, nous verrons. Je sens que vous n'êtes pas indifférente à mon charme, Claire. Et moi? Ses yeux se firent plus sombres. Moi, je vous désire depuis cette fameuse soirée il y a 3 ans. Mais je peux attendre. Le désir n'en sera que plus intense quand vous céderez. Quand je céderai, pas si je cède. Il était si sûr de lui, si confiant dans son pouvoir de séduction. Et le plus troublant, c'est qu'il avait peut-être raison. Assise là, dans ce salon luxueux, à côté de cet homme charismatique qui me désirait assez pour tout organiser autour de sa passion, je sentais mes défenses s'effriter peu à peu. Il faut que je rentre, murmurai-je. Marc va s'inquiéter. Bien sûr, Robert vous raccompagne. Il m'aida à me lever, m'accompagna jusqu'à la porte. Sur le perron, il prit mon visage entre ses mains, approcha ses lèvres des miennes. Un instant, je crus qu'il allait m'embrasser, mais il se contenta de déposer un baiser sur mon front. À demain, Claire. Préparez-vous pour Londres. Cette fois, nous serons vraiment seuls. Durant le trajet de retour, je tentais de faire le bilan de cette première soirée. Objectivement, rien d'irréparable ne s'était produit. J'avais joué le rôle de la conseillère en communication. J'avais accompagné Vincent à une réception mondaine. Nous avions bu du champagne en parlant de nos arrangements futurs. Techniquement, je n'avais trompé personne. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. J'avais franchi une ligne invisible, pénétré dans l'intimité d'un autre homme, accepté son désir et peut-être même commencé à y répondre. Cette robe que je portais, cette coiffure sophistiquée, ce maquillage parfait, tout cela faisait de moi une autre femme. Une femme qui, dans 3 jours, se retrouverait seule avec Vincent Delacroix dans une suite londonienne. En rentrant chez moi, je trouvais Marc endormi devant la télévision, Emma dans sa chambre révisant ses cours. Ma vraie vie, ma famille, mon foyer, tout ce pourquoi j'avais accepté de me compromettre. Mais en me regardant une dernière fois dans le miroir de ma chambre avant de me démaquiller, je dus admettre une vérité troublante. Cette femme élégante et désirée que j'avais été ce soir ne me déplaisait pas complètement. Et c'est peut-être là que résidait le vrai danger de cette aventure. Vincent Delacroix n'allait pas seulement acheter mon corps. Il était en train d'acheter mon âme. Et moi, petit à petit, j'étais en train de la lui vendre. Chapitre 6.
Il y a des voyages qui vous transforment plus que des années de vie ordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment précis l'infidélité commence vraiment? Est-ce au premier baiser volé, au premier mensonge, ou simplement à cette seconde où votre cœur s'emballe pour quelqu'un d'autre? Pour moi, ce moment arriva dans la suite présidentielle du Savoy à Londres, par un après-midi pluvieux d'octobre, quand Vincent Delacroix me tendit une coupe de champagne en me regardant comme si j'étais la 8e merveille du monde. Le vol vers Londres avait été mon premier voyage en jet privé. Une expérience qui m'avait laissé sans voix. Siège en cuir beige, service aux petits soins. Champagne rosé servi dans des flûtes en cristal. Vincent avait travaillé pendant tout le trajet, consultant des dossiers avec l'efficacité d'un homme habitué à optimiser chaque minute de son temps compté. Moi, je regardais défiler les nuages en me demandant ce que faisaient Marc et Emma à cet instant précis. « Vous réfléchissez trop », avait-il dit en levant les yeux de ses documents. « Je le vois à votre expression. Vous culpabilisez. Pas vous? Jamais. La culpabilité est un luxe que les mourants ne peuvent pas s'offrir. » À l'hôtel, nous occupions des suites séparées mais communicantes au dernier étage. Vincent avait eu cette délicatesse, me laissant libre de verrouiller la porte entre nos appartements ou de la laisser ouverte. Un test, peut-être, ou simplement sa façon de me rappeler que le choix, in fine, m'appartenait. Les 2 premiers jours avaient été consacrés aux affaires. Réunion avec des partenaires britanniques, déjeuner avec des investisseurs américains, dîner à l'ambassade de France. Vincent m'avait présenté partout avec la même histoire rodée. Sa brillante conseillère française, l'experte en communication qui révolutionnait l'image de ses entreprises. Et moi, jour après jour, je devenais plus crédible dans ce rôle, puisant dans mes années d'enseignement l'aisance pour m'adresser à n'importe quel public. « Vous avez un don naturel pour cela », me dit-il ce 3e soir, alors que nous rentrions d'un dîner d'affaires particulièrement réussi. Sir Harold était complètement sous votre charme. Et ce ministre allemand, il n'a pas quitté des yeux de toute la soirée. C'est le costume qui fait l'homme, Vincent, ou dans mon cas, la robe qui fait la femme. Non, Claire, c'est vous, cette intelligence, cette élégance naturelle, vous avez toujours été ainsi. Seulement, maintenant, vous avez les moyens de le révéler. Nous étions dans l'ascenseur qui nous menait à nos suites. L'espace confiné, son parfum, sa présence si proche de moi, l'atmosphère était électrique, chargée d'une tension sexuelle que nous refoulions depuis 3 jours mais qui devenait de plus en plus palpable. Vincent? Oui? Demain, nous rentrons à la maison. Exact. Alors ce soir? Je ne terminai pas ma phrase. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur notre étage. Vincent sortit le premier, se dirigea vers la suite présidentielle qu'il occupait, puis se retourna vers moi. « Claire, vous venez prendre un dernier verre ?» Question innocente en apparence. Mais nous savions tous les deux ce qu'elle signifiait vraiment. Accepter. C'était franchir le Rubicon, passer définitivement du côté obscur de cette relation. Refuser, c'était peut-être préserver mon mariage, mais renoncer à découvrir où cette aventure pouvait me mener. « D'accord », répondis-je d'une voix à peine audible. Sa suite était un palais miniature, salon avec cheminée, salle à manger pour 12 personnes, bibliothèque garnie de livres anciens, et cette terrasse panoramique d'où l'on dominait tout Londres. Vincent se dirigea vers le bar, me tourna le dos pour préparer nos verres. Moi, je restais debout près des baies vitrées, hypnotisé par les lumières de la ville qui scintillaient dans l'obscurité. « Champagne » demanda-t-il en revenant vers moi. « Plutôt quelque chose de fort. »« Whisky. » Il sourit, retourna au bar, revint avec 2 verres d'un single mal timbré. Macallan 25 ans d'âge. Pour les grandes occasions. Qu'est-ce qu'on célèbre? Notre dernière soirée de liberté. Demain, nous redeviendrons des personnes raisonnables. Vous retrouverez votre mari, votre fille, votre vie normale. Et moi, il trinqua avec moi. Moi, je retournerai à ma solitude dorée. L'alcool me brûla la gorge, me donna le courage de dire ce que je pensais depuis des heures. Vincent, je ne veux pas que cette soirée se termine comme les autres. Il posa son verre, s'approcha de moi. Ses mains encadrèrent mon visage avec une douceur infinie. Êtes-vous sûr, Claire? Une fois que nous aurons franchi cette étape, il n'y aura plus de retour possible. Je sais. Vous ne regretterez pas? Probablement si, mais je regretterai encore plus de ne pas l'avoir fait. Il m'embrassa alors. Un baiser lent, profond, chargé de tout le désir accumulé depuis des semaines. Ses lèvres avaient un goût de whisky et de promesses interdites. Mes bras s'enroulèrent autour de son cou, et je me surpris à répondre à son baiser avec une passion que je ne me connaissais pas. Quand nous nous séparâmes, nous étions essoufflés comme des adolescents à leur premier rendez-vous. « Claire » ? « Chut,
Ne dites rien. Pas encore. Je pris sa main, l'entraînai vers la chambre. Une pièce somptueuse dominée par un lit king size au drap de soie blanche. Là, face à cet homme qui avait bousculé ma vie, je compris que j'étais arrivé au bout d'un chemin. Le chemin de la Claire respectable, fidèle, prévisible. Celle qui allait naître de cette nuit serait différente. Vincent s'approcha de moi, fit glisser la fermeture éclair de ma robe avec une lenteur calculée. Le tissu soyeux chuta à mes pieds, me laissant en sous-vêtements face à son regard admiratif. « Vous êtes magnifique !» murmura-t-il. « Encore plus belle que dans mes rêves. » Ses mains caressaient mes épaules, descendirent le long de mes bras, remontèrent vers ma taille. Des caresses expertes, patientes, qui réveillaient des sensations endormies depuis des années. Marc et moi avions une intimité conjugale satisfaisante, mais routinière, prévisible. Là, avec Vincent, tout était nouveau, intense, électrisant. « Vincent, votre maladie, est-ce que... » « Tout va bien, » répondit-il en comprenant ma question. « Nous avons encore du temps. » Plusieurs mois avant que... Il n'acheva pas sa phrase, préférant m'embrasser dans le cou. « Ne pensons pas à ça ce soir. » Je l'aidai à retirer sa chemise, découvrit un torse encore musclé malgré ses 52 ans. Aucune trace visible de la maladie qui le rongeait. Il était beau, puissant, désirable. Et il me voulait, moi, la petite professeure de province qui n'avait jamais eu d'autre amant que son mari. Ce qui se passa ensuite dépassa tout ce que j'avais pu imaginer. Vincent était un amant d'une expertise redoutable, connaissant le corps féminin comme un virtuose connaît son instrument. Il prit son temps, explora chaque parcelle de ma peau, éveilla des plaisirs que je ne soupçonnais pas. Sous ses caresses savantes, je découvrais une sensualité que j'avais toujours refoulée, une dimension de moi-même que j'ignorais. Quand nous fîmes enfin l'amour, ce fut avec une intensité qui me laissa pantoise. Vincent était tendre et fougueux à la fois, attentif à mes réactions, patient quand j'hésitais, passionné quand je m'abandonnais. Je compris pourquoi certaines femmes étaient prêtes à tout quitter pour un amant. Certains hommes savaient faire naître des sensations qui transcendent la raison. Après, nous restâmes enlacés dans le grand lit, London scintillant à travers les baies vitrées. Vincent caressait mes cheveux défaits, et moi, je me blottissais contre son torse en tentant de ne pas penser aux conséquences de ce que nous venions de faire. « Des regrets » demanda-t-il doucement. « Pas encore. Ça viendra probablement demain. » Et moi, des regrets à propos de moi? Je levai les yeux vers lui. Son visage était détendu, apaisé, presque juvénile dans la pénombre. « Non, Vincent, aucun regret. Vous m'avez fait découvrir des choses sur moi-même, des choses que j'ignorais. » Lesquelles? Que je pouvais être quelqu'un d'autre. Que Claire Dubois, la mère de famille respectable, n'était peut-être qu'une facette de ma personnalité. Qu'il y avait en moi une femme sensuelle, passionnée, capable de ceci. Il sourit, déposa un baiser sur mon front. Cette femme-là a toujours existé, Claire. Elle attendait juste qu'on la réveille. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. De sa maladie, de ses peurs, de ses projets pour les mois à venir. De ma famille, de mes culpabilités, de mes espoirs secrets. Une intimité qui dépassait largement le cadre physique, une complicité que je n'avais même pas avec Marc après 15 ans de mariage. Claire? Oui? Ces 6 mois, je veux qu'ils soient parfaits. Pour vous comme pour moi. Voyage, découverte, expérience unique. Je veux que vous gardiez de nous un souvenir inoubliable. Et après, quand tout sera fini? Il se tut un long moment, caressa ma joue du revers de la main. Après, vous reprendrez votre vie. Et moi, je m'en irai en paix, en sachant que j'aurais vécu quelque chose de beau avant de mourir. L'émotion me serra la gorge. Cet homme puissant, habitué à dominer son monde, révélait sa vulnérabilité avec une sincérité déchirante. Il n'était pas seulement mon amant de passage, il était un homme condamné qui cherchait à donner un sens à ses derniers mois. Le vol de retour fut silencieux. Chacun perdu dans ses pensées, dans la conscience de ce qui avait changé entre nous. À l'aéroport, Vincent m'embrassa chastement sur les joues, comme n'importe quel patron prendrait congé de sa collaboratrice après un voyage d'affaires réussi. À bientôt, Claire. À bientôt, Vincent. Mais nous savions tous les deux que ces au revoir anodins masquaient une réalité plus complexe. Nous étions devenus amants. Nous avions franchi la ligne rouge. Et maintenant, il nous fallait apprendre à vivre avec les conséquences de nos choix. En rentrant chez moi, je retrouvais Marc qui préparait le dîner, Emma qui faisait ses devoirs. Ma vraie vie, ma famille, mon foyer. Tout me semblait soudain étriqué, terne, dépourvu de cette intensité que j'avais découverte dans les bras de Vincent. « Comment s'est passé ton voyage » demanda Marc en m'embrassant. « Très bien.
Très enrichissant. Nouveau mensonge. Mais celui-ci contenait une part de vérité. Ce voyage m'avait effectivement enrichi. Il m'avait révélé des aspects de ma personnalité que j'ignorais. Il m'avait fait découvrir une sensualité, une capacité d'abandon que je ne me connaissais pas. Le problème, c'est que maintenant que j'avais goûté à cette autre version de moi-même, il me serait difficile de faire marche arrière. Vincent Delacroix ne m'avait pas seulement prise physiquement. Il avait réveillé des démons que j'allais avoir du mal à rendormir. Et le plus troublant, c'est qu'au fond de moi, je n'étais pas sûr d'en avoir envie. Dies, chapitre 7. Astérisque, il existe des secrets qui nous rongent de l'intérieur comme un poison lent, astérisque. Avez-vous déjà vécu cette sensation étrange où votre propre maison devient un décor de théâtre dans lequel vous jouez un rôle qui ne vous appartient plus? C'est exactement ce que j'éprouvais chaque matin en me réveillant dans le lit conjugal, à côté de Marc qui dormait paisiblement, ignorant que sa femme était devenue l'amante d'un autre homme. 3 semaines s'étaient écoulées depuis Londres, 3 semaines de double vie qui m'épuisaient autant qu'elles m'enivraient. La routine s'était installée avec une facilité déconcertante. 3 fois par semaine, je me rendais au bureau. En réalité, dans l'appartement secret que Vincent avait loué pour nos rendez-vous, un duplex luxueux dans le quartier historique où nous pouvions nous retrouver loin des regards indiscrets. Les autres jours, je travaillais réellement sur des projets de communication pour ces entreprises, donnant une crédibilité à ma couverture professionnelle. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Emma était malade, une simple grippe, et j'avais dû annuler mon rendez-vous avec Vincent pour rester auprès d'elle. En préparant sa tisane au miel, en lui lisant quelques pages de son livre préféré, en caressant ses cheveux fiévreux, j'avais ressenti une culpabilité si violente qu'elle m'avait donné la nausée. « Maman !» Sa voix était faible, enrouée par la fièvre. « Tu as l'air bizarre en ce moment. Tu es souvent absente. C'est ce nouveau travail, ma chérie. C'est très prenant. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu garder la maison. Tu t'en souviens? » « Oui, je sais. Et je suis contente. Mais parfois, j'ai l'impression que tu n'es plus vraiment là, même quand tu es avec nous. » Les mots de ma fille me transpercèrent le cœur. Cet enfant de 14 ans avait perçu ce que Marc, dans son soulagement de nous voir sortis d'affaires, refusait de voir, que j'étais en train de m'éloigner d'eux, de devenir une étrangère dans ma propre famille. Mon téléphone vibra. Un message de Vincent. « Tu me manques. J'espère qu'Emma va mieux. Je t'aime. Je t'aime. » Ces 3 mots qu'il avait commencé à prononcer depuis une semaine et que je n'arrivais pas à lui retourner. Parce que c'était peut-être vrai. Parce que cet homme mourant était peut-être en train de prendre une place dans mon cœur que j'avais cru réserver à Marc pour l'éternité. « C'était qui ?» demanda Emma, curieuse malgré sa fièvre. « Le bureau. Il s'inquiète parce que j'ai reporté une réunion. » Encore un mensonge. Combien en avais-je servi depuis le début de cette mascarade? Je ne les comptais plus. Ils sortaient de ma bouche avec une aisance qui m'effrayait, comme si la capacité de tromper était devenue ma seconde nature. L'après-midi, Marc rentra plus tôt du travail. Il avait enfin décroché un emploi d'informaticien dans une PME, moins bien payé que son ancien poste, mais suffisant pour retrouver sa dignité. Il s'installa au chevet d'Emma, prit sa température, la fit rire avec ses plaisanteries douces. Un père aimant, attentionné, qui méritait mieux qu'une épouse adultère. « Claire ?» Il me rejoignit dans la cuisine où je préparais le dîner. « Il faut qu'on parle ?» Mon sang se glaça. Avait-il découvert quelque chose? Un détail qui m'avait échappé, une incohérence dans mes histoires? De quoi? De nous, de notre couple. Il s'assit à la table, joignit ses mains devant lui. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'on se parle sans vraiment se parler, qu'on vit côte à côte sans vraiment vivre ensemble. Marc, laisse-moi finir. Je sais que ton nouveau travail te prend beaucoup de temps et d'énergie, et je sais que ces derniers mois ont été difficiles pour nous tous. Mais j'ai peur qu'on soit en train de perdre quelque chose d'essentiel. Cette complicité qu'on avait, cette intimité, il avait raison, bien sûr. Mon aventure avec Vincent créait une distance que Marc percevait intuitivement, sans en comprendre la cause. Nous faisions encore l'amour, mais mécaniquement, sans passion. Nous parlions, mais de sujets neutres, sans profondeur. Je vivais auprès de lui tout en étant ailleurs, physiquement présente mais émotionnellement absente. Je t'aime toujours, Claire, plus que jamais, même. Voir comme tu t'es battue pour nous sauver, ça m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais de t'avoir. Mais j'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose. Ses yeux me suppliaient de lui mentir, de lui dire que tout allait bien, que c'était effectivement juste la fatigue du travail. Et j'aurais pu le faire. J'aurais dû le faire. Mais en cet instant, face à cet homme qui m'aimait sincèrement, la vérité voulut sortir malgré moi. Marc,
il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je restai silencieuse un long moment, pesant chaque mot, mesurant les conséquences de ce que j'étais sur le point de révéler. Puis l'instinct de préservation l'emporta. Je suis épuisé. Ce travail, cette pression, j'ai l'impression d'être tiraillé entre mes responsabilités professionnelles et ma famille. Donne-moi encore un peu de temps. Dans quelques mois, quand la situation se sera stabilisée, nous retrouverons notre équilibre. Marc sourit, soulagé par cette explication rassurante. Bien sûr, ma chérie, je comprends. Et je suis fier de toi, tu sais, de ce que tu as accompli, de ta force. Il m'embrassa tendrement, et ce baiser me fit l'effet d'une gifle, parce qu'il contenait tout l'amour que cet homme éprouvait pour moi, toute la confiance qu'il me portait, toute la reconnaissance qu'il ressentait pour mes sacrifices. Si seulement il savait la véritable nature de ces sacrifices. Le soir même, après avoir couché Emma et baisé sur le front de Marc endormi devant un film, je reçus un appel de Vincent. « Claire, j'espère que je ne te dérange pas. »« Non, ils dorment. Comment allez-vous ?»« Moins bien. J'ai eu des résultats d'analyse aujourd'hui. » Sa voix est hélas résignée. « Le cancer progresse plus vite que prévu. Mon médecin parle de 4 à 6 mois maintenant. » La nouvelle me coupa le souffle. 6 mois au lieu d'un an ou 2. Son temps se réduisait comme peau de chagrin, et avec lui, la durée de notre histoire impossible. Vincent, je suis désolé. Ne le sois pas. Au contraire, cela ne fait que confirmer que nous avons eu raison de ne pas perdre de temps. Ces semaines avec toi ont été les plus belles de ma vie, Claire. Ne dites pas ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que ça te fait culpabiliser encore plus. Son ton se fit plus doux. Ma chérie, nous savions tous les deux que cette histoire avait une fin programmée. Le cancer ne fait qu'accélérer le processus. Mais nous continuerons comme prévu, jusqu'au bout, en intensifiant peut-être le rythme. J'ai envie de voyager avec toi, de te faire découvrir des endroits magnifiques, de vivre pleinement chaque instant qui nous reste. Et ma famille, mes obligations, ta famille sera à l'abri financièrement pour le reste de ses jours. Quant à tes obligations, il marqua une pause. Claire, dans 4 mois, je serai peut-être alité, affaibli par les traitements. Dans 6 mois, je serai mort. Ta vraie vie t'attend après. Pour l'instant, vis avec moi. Vraiment. Complètement. Cette conversation me troubla profondément. Vincent me demandait de faire un choix que je repoussais depuis des semaines. Celui de m'investir totalement dans notre relation, d'assumer pleinement mon rôle de maîtresse, de femme aimée par un homme en sursis. Mais était-ce possible? Pouvais-je aimer vraiment cet homme condamné tout en préservant mon mariage? Pouvais-je vivre cette passion à fond sans détruire ma famille? Et surtout, que resterait-il de moi quand tout serait fini? Les jours suivants passèrent dans un brouillard émotionnel. Je remplissais mes obligations familiales comme un automate, souriais à Marc, aidais Emma avec ses devoirs, préparais les repas et entretenais la maison. Mais dès que j'étais avec Vincent, je redevenais vivante, passionnée, entière. Nos rendez-vous se firent plus intenses, plus fréquents. Nous parlions pendant des heures, faisions l'amour avec une urgence nouvelle, planifions des escapades romantiques. Vincent me fit découvrir des restaurants gastronomiques, des opéras, des galeries d'art. Il cultivait mon goût pour le beau, révélait en moi des sensibilités que j'ignorais. « Tu changes », me dit-il un après-midi, alors que nous étions allongés dans le lit de notre appartement secret. « Tu deviens plus, toi-même, si je peux dire, plus libre. » Il avait raison. Sous son influence, je découvrais des facettes de ma personnalité que l'éducation bourgeoise et les responsabilités familiales avaient bridées. J'étais plus sensuelle, plus audacieuse, plus curieuse, mais j'étais aussi plus menteuse, plus manipulatrice, plus égoïste. Un soir, en rentrant d'un dîner gastronomique avec Vincent, je trouvai Marc qui m'attendait dans le salon, un verre de whisky à la main, ce qui ne lui ressemblait pas. « Claire, assieds-toi, il faut qu'on parle. » Cette fois, son ton était différent, plus grave, plus déterminé. Mon cœur se mit à battre plus fort. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la question que je me pose depuis plusieurs semaines. Il but une gorgée d'alcool, me regarda droit dans les yeux. Où étais-tu ce soir? Au bureau. Réunion tardive avec l'équipe de Londres. Je te l'avais dit. Non, Claire, tu ne m'avais rien dit. Et ton prétendu bureau? J'ai appelé. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune réunion ce soir. Le mensonge se brisait. Après des semaines d'équilibre précaire, ma double vie commençait à s'effondrer. Et je me rendis compte qu'au fond de moi, j'étais presque soulagé. Porteur le poids de tant de mensonges devenait insupportable.
Qui est-ce? Sa question tomba comme un coup près. Pas « Qu'est-ce que tu me caches ?» Pas « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» mais directement « Qui est-ce ?» Cet homme me connaissait mieux que je ne le pensais. Il avait perçu intuitivement qu'il y avait un autre homme dans ma vie. Je restais silencieuse, incapable de mentir davantage, incapable aussi d'avouer la vérité. Dans ce silence pesant, Marc eut sa réponse. « Je vois, » dit-il simplement. « Depuis quand ?»« Marc, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah bon ?» Sa voix monta dans les aigus. « Ce n'est pas ce que je crois. Alors explique-moi. Claire, explique-moi pourquoi ma femme me ment depuis des semaines. Explique-moi pourquoi elle rentre avec des parfums différents sur ses vêtements. Explique-moi pourquoi elle a changé de coiffure, de style vestimentaire, de comportement. » Il avait remarqué tous ces détails que je croyais anodins. Chaque transformation imposée par Vincent, chaque changement dans mes habitudes, chaque mensonge mal ficelé. Mon mari m'observait, s'inquiétait, souffrait en silence depuis des semaines. « Marc, écoute-moi. »« Non. » Il se leva brutalement, fit les 100 pas dans le salon. « Non, Claire, j'ai assez écouté, assez attendu que tu reviennes vers moi, assez fait semblant de croire à tes histoires. »« Papa ?» La voix d'Emma nous fit sursauter. Notre fille se tenait dans l'escalier en pyjama, les yeux gonflés de sommeil et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez ?» Marc et moi nous regardâmes, soudain conscients que notre dispute avait réveillé notre enfant. Dans ses yeux, je lisais cette peur primitive des enfants face à l'effondrement de leur univers familial. « Rien, ma chérie, » dit Marc en retrouvant instantanément son calme. « Maman et moi, nous avions juste une petite discussion. Retourne te coucher. » Emma nous observa encore quelques secondes, peu convaincue par nos sourires forcés, puis remonta dans sa chambre. Nous attendîmes d'entendre sa porte se refermer pour reprendre notre conversation, mais à voix basse cette fois. « Tu vois ce que tu es en train de faire ?» murmura Marc. « Tu détruis notre famille, Claire. Notre fille a peur. »« Marc, laisse-moi t'expliquer. »« Explique-moi quoi? Que tu couches avec un autre homme depuis des semaines? Que tu me mens en me regardant dans les yeux? Que tu joues la comédie du bonheur familial tout en vivant une autre vie? » Chaque mot était un poignard planté dans mon cœur. Parce qu'ils étaient tous vrais. Parce qu'il n'y avait aucune excuse à ce que j'avais fait, aucune justification honorable. « Ce n'est pas ce que tu crois ?» répétai-je faiblement. « Alors dis-moi ce que c'est. Dis-moi la vérité. Pour une fois. » La vérité. Comment lui expliquer que j'avais vendu mon corps pour sauver notre famille? Comment lui avouer que j'étais devenue la maîtresse d'un homme riche et mourant? Comment lui révéler que cet arrangement sordide s'était transformé en quelque chose qui ressemblait à de l'amour? « Je ne peux pas, » soufflai-je. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? » Les deux. Marc s'effondra dans son fauteuil, le visage dans les mains. Quand il releva la tête, ses yeux étaient humides. 20 ans, Claire. 20 ans ensemble. Emma, notre famille. Tout ça ne compte plus? Bien sûr que si. Vous êtes tout pour moi. Alors arrête. Quoi que ce soit, qui que ce soit, arrête. Redeviens ma femme. Sa supplication me déchira. Cet homme que j'aimais, que j'avais toujours aimé, me tendait une dernière chance. Il suffisait que je dise oui, que je rompe avec Vincent, que je redevienne l'épouse fidèle que j'avais toujours été. Mais Vincent était mourant. Dans quelques mois, il ne serait plus là. Pouvais-je l'abandonner maintenant, au moment où il avait le plus besoin de moi? Pouvais-je briser le cœur d'un homme condamné pour sauver mon mariage? Marc, donne-moi un peu de temps. Combien? Quelques mois. Le temps de régler certaines choses. Quelques mois? Il eut un rire amer. Claire, tu me demandes de patienter quelques mois pendant que tu continues à voir ton amant? Ce n'est pas aussi simple. Si, ça l'est. Il se leva à nouveau, cette fois avec une détermination froide que je ne lui connaissais pas. C'est très simple, même. Soit tu choisis ta famille, soit tu choisis, lui. Mais tu ne peux pas avoir les deux. L'ultimatum était posé. Clair, définitif, incontournable. Dans les heures qui allaient suivre, je devrais faire le choix le plus difficile de ma vie. Sacrifier l'amour naissant que j'éprouvais pour un homme mourant, ou perdre la famille que j'avais mis 20 ans à construire. Et pour la première fois depuis le début de cette aventure, je n'étais plus sûr de connaître la réponse.